Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et on se retrouve pour le 22 avril. Bon allez, on va commencer, troisième jour de Floréal, officiellement dénommé jour de la fougère. Fougère, une sous-division des cryptocurrencies, 13 000 espèces, le plus grand embranchement végétal après les angiospermes. Les angiospermes. Division en pleine escalière, D'accord, représente la plus grande partie des espèces végétales terrestres. 369 000 espèces, waouh. Et donc là, 13 000 espèces, le plus grand embranchement végétal. Donc ça mérite quand même le respect pour les fougères. D'accord. Ouais, donc super. Les fougères et l'homme. En Europe de l'Est, la mythologie slave, une légende, la fleur de la fougère qui fleurirait une fois par an. En Estonie, elle est liée au rite de la fête Saint-Jean, le 24 juin. Peuple autochtone, traîne du rhizome de la fougère femelle, un médicament à faciliter l'accouchement. D'accord. D'accord. L'alimentation humaine était consommée donc en Europe, au Japon, en Nouvelle-Zélande par les Indiens d'Amérique, qui constituaient parfois une nourriture de base bien que toxique crue, une fois cuit, il devient comestible. Si vous vous retrouvez sur une île déserte, faites cuire de la fougère et tout ira mieux. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que bon, la fougère, voilà. Chute d'Athènes, assiégée par Lysandre lors de la bataille d'Aigos-Potamos. Donc, elle est née en 405 avant Jésus-Christ, entre les flottes d'Athènes et de Sparte, et a été le dernier majeur de la guerre du Péloponnèse. Guerre du Péloponnèse, qu'est-ce que c'est? Voilà, un conflit qui a opposé donc Sparte et Athènes. Voilà, et donc victoire de la Ligue du Péloponnèse. Donc, coup dur pour Athènes et les Grecs d'Athènes. Voilà. Le conflit se termine par la victoire de Sparte et l'effondrement de l'Empire athénien. Ouais, donc très bien. Donc, c'est la fin d'Athènes, quoi. Voilà, Lysandre est né. Pendant qu'on peut comme une autre cité athénienne, la flotte de Lysandre commença à faire lentement un mouvement vers Athènes. Craignant la vengeance des Spartiates, les Rhésiens étaient à tenir au siège de leur cité, sans une flotte pour remporter le grain de la mer Noire. Athènes était au bord de la famine, capitula. Les murs de la cité furent démolis, un gouvernement oligarchique pro-spartiate fut mis en place. Victor Spartiate a mis fin à 27 années de guerre et place à Sparte dans une possession d'hégémonie à travers tout le monde grec. Hégémonie qui dura plus de 30 ans jusqu'à ce que Thèbes y mette fin à la bataille de Leuctre. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les Spartiates, c'était des gros mecs des terres, voilà, qui étaient principalement connus pour donc leur entraînement avec de gros guerriers. Bon, c'est pas non plus 300, dans ce film, il y a plein de... Si vous avez vu le film 300, c'est pas vraiment la réalité, évidemment, ça a été amplifié par le cinéma hollywoodien, mais il y a un truc qui est clair, c'est que Sparte, c'était une grosse cité qui était quand même bien guerrière. Même s'ils n'étaient pas que ça, il y avait aussi des penseurs à Sparte. Voilà, et donc ça a mis fin à l'hégémonie d'Athènes, quoi. Et donc ça, c'est quand même intéressant, parce que Athènes, c'était un peu la ville magnifique, avec la démocratie athénienne, quoi. Quand même, la première démocratie réputée pour être l'ancêtre des démocraties modernes, avec tous les génies qu'il y a eu, les Périclès, on peut dire les Socrates, tout ça, là. Je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre et Thémistocle, on peut dire, je sais pas, Léonidas, tous ces génies, là, Aristophane. Après, je sais pas, parce que pas sûr. Mais donc après, il y a eu quoi? Il y a eu des types comme voilà. Donc après Socrate, donc le penseur, il y a eu Platon, voilà, si je me souviens bien. Puis ensuite, il y a eu le meilleur. Donc comment il s'appelle? Le type qui vient après Platon, là, qui est né en moins 384 et qui est mort en moins 322 et qui a formé Alexandre le Grand. Comment il s'appelle? C'est Aristote. Voilà, Aristote. Donc, ouais, vraiment, il y a eu des génies quand même. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. À quel point la Grèce a influencé toute l'Europe et donc le monde. Quand même, si petite région, qui aujourd'hui n'est pas vraiment en bonne santé économique, franchement. Horrible, quoi. Voilà, début du déclin d'Athènes, voilà. Supprime les liés, donc ça a été la fin de la démocratie, donc un truc horrible, quoi. Voilà, l'Empire athénien a disparu. Aristophane, voilà, par exemple. Et là, on a Aristote, mais eux, c'est des gens qui viennent après la fin de la démocratie, mais vraiment, ça, c'était un truc de fou. Démosthène, voilà. C'était la fin d'une glorieuse époque, quoi. Voilà, ensuite, on a eu Alexandre le Grand, voilà, tout ça. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? Donc, pousse la première guerre de la forteresse de la Bastille. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bastille, évidemment. C'était une grosse forteresse, une prison judiciaire, voilà, voilà. Et donc, lors de la Révolution française, elle fut détruite.
Voilà, c'était quand même une grosse forteresse, hein. Même si après, pour, il faudrait peut-être qu'on arrête de. Enfin, je veux dire une vérité, en fait, la prise de la Bastille, on prend ça comme un gros événement hyper important, 14 juillet, tout ça, 1789. Mais en réalité, la prise de la Bastille, c'est pas un événement très important, en fait, hein. Enfin, c'est juste les Parisiens qui prennent un bâtiment qui était censé être démoli, qui en plus, il y avait plus de prisonniers dans la Bastille, je crois, il y avait 8 types, dont 2 fous. Voilà, 7 prisonniers. Tout le monde s'en fiche, en fait. Enfin, c'est absolument pas un grand événement. La Révolution française, c'est pas juste un jour où il s'est passé quelque chose de fou, c'est toute une évolution. Même si concrètement, ça fait un bel événement, quoi. Prendre un aussi grand bâtiment, voilà, ça donne un certain style pour les révolutionnaires. Donc voilà. Après, voilà, certains événements peut-être mineurs entrent dans la légende et passent pour des grands événements. C'est comme ça. Ça, c'est le monde. C'est l'histoire, c'est comme ça. Bataille d'Eckmühl, bah, ça c'est encore une bataille entre les Français et les Autrichiens. Tous les jours, hein, tous les jours ils se battent. La Davout, tiens Davout dont on a déjà parlé, voilà, qui défonce les Autrichiens. On voit bien ça, voilà. À la fin de sa vie, Napoléon déclara qu'il était fier de la manière dont il avait conduit la campagne pour qu'il va bâtir cette bataille. Bataille continue on considère par les historiens comme les plus grandes manifestations de la capacité de l'empereur à planifier et mettre en œuvre des mouvements stratégiques combinés et comme une des opérations les mieux réussies de sa carrière. L'archiduc Charles, donc c'était l'empereur, fut surpris plusieurs reprises par les manœuvres de Napoléon. D'accord. Suite d'affrontement. Nom de la campagne des 4 jours, voilà. 19 au 23 avril, c'est pour ça qu'on a des événements tous les jours. Qu'est-ce qu'on a d'autre Lors de la deuxième bataille d'Ypres, les Allemands utilisent pour la première fois du gaz chloré sur le front français. Donc la Première Guerre mondiale, hein, grosse bataille. De toute façon, si vous trouvez que la bataille napoléonienne, c'est beaucoup de morts, franchement, la Première Guerre mondiale, c'est une boucherie, c'est horrible. Franchement, le nombre de morts qu'il y a eu. En plus, il se passait rien. Rien du tout. Pendant 4 ans, c'était la même frontière. Puis même, à la fin, les Allemands, ils ont même pas perdu. Enfin, je veux dire, il y a aucune personne qui a pris Berlin. Il s'est rien passé. C'est ce qu'on tentative des Allemands, ville allemande, sorte de quoi, les Allemands, parfois des cases de quoi toxiques à grande échelle, donc des trucs vraiment horribles, quoi, voilà. Donc, évidemment. Ah bon, on n'a pas d'informations, ouais, donc ça s'est passé pile en Belgique. Voilà. Les gaz, non, vraiment, les gaz toxiques, c'est un truc horrible, hein. Tout ce qu'il y a eu. Voilà, cette guerre chimique, voilà, c'est une guerre chimique, composant majeur de la première guerre totale, 4% des morts étaient causés par des gaz, ça fait super peur, quoi. Voilà, puis en plus, les Français, ils étaient pas du tout prêts avec, ils avaient des vieux masques à gaz pourris, là. Les trucs, fallait pisser dessus pour que ça marchait même pas. Bon, du coup, après, les Français, ils ont copié les trucs allemands, évidemment, ça marchait mieux. Les Britanniques utilisèrent le gaz moutarde, l'armée rouge utilisait le gaz de combat pour réprimer la révolte, l'Espagne et la France utilisèrent des armes chimiques pour la guerre du Rif, hein, évidemment, dans les années 20. Je sais pas si vous connaissez la guerre du Rif, c'est pas très connu. C'est un soulèvement des Marocains contre l'Espagne et la France. Et il y a par exemple le maréchal Pétain qui était là pendant cette guerre, et il y a eu l'utilisation de. Il y a aussi Franco qui était là Miguel, voilà, Philippe Pétain. Et ici on a Miguel Primo de Rivera, si vous ne connaissez pas, c'était un dictateur espagnol de 23 à 30. Enfin, à ce moment-là, l'Espagne était quand même une monarchie, mais c'était lui qui dirigeait l'Espagne. Mais bon, ça n'a pas autant marché que pour Franco. Voilà, ensuite au gaz, voilà, l'Italie, du gaz pour l'Éthiopie. Seigneur de guerre chinois du Zhang Zuolin qui l'a fait aussi. Protocole de Genève, évidemment, qui fut en 1925, l'introduction des gaz de combat, mais pas la production et le stockage d'armes chimiques. La majorité des combattants de la Seconde Guerre mondiale possédaient des stocks d'armes chimiques qu'ils ne furent pas utilisés. Comment ça se fait? En Europe, l'Allemagne l'achat des gaz moutarde, ce qu'elle reconnut, mais en précisant qu'il s'agissait d'un accident. Quelle coïncidence. Le gaz moutarde était l'agent privilégié de la plupart des combattants. Le Royaume-Uni en stockait 40 000 tonnes, l'Union soviétique 777 000, les États-Unis 87 000, et l'Allemagne 27 000. La technique du gaz joue un rôle important pendant la Shoah, évidemment. Très intéressant. Donc vous voyez, le gaz, c'est horrible. Mais bon, après, c'est la majorité des gens ne mourraient pas du gaz non plus pendant la Première Guerre mondiale. Faut pas dire que c'est que ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Accident ferroviaire, opération, massacre, signature de l'accord de la COP 21, donc la conférence de Paris, évidemment, donc très connu, un événement qui a eu lieu donc à Paris, qui a réuni 195 pays. Vous vous rendez compte, c'est énorme, 195 pays. Donc pour essayer de changer du climat, hein, évidemment. Bon, après, est-ce que ça a marché? Enfin, est-ce que c'est en train de marcher?
pas trop. Bon, en ce moment, ça marche pas trop, mais espérons-le. Peut-être que le monde va être sauvé. Hein, ce serait quand même bien. Regardez tous ces pays qui s'engagent à faire des choses. Espérons que ça marche, mais bon. Après, le problème, c'est que il y a des intérêts économiques qui s'entrechoquent avec les intérêts écologiques, et donc, du coup, on préfère faire des choses à court terme et se sentir bien pendant un moment, et après, ne pas envisager le futur, c'est ça le problème. Ta ta ta. L'essence, il s'appelle. De toute façon, le réchauffement climatique, on sait pas comment ça va se passer, quoi. C'est des trucs, c'est tellement énorme les événements qui peuvent arriver avec ça que c'est difficile d'estimer à quel point on est dans la merde, en fait. Peut-être que, est-ce que va y avoir juste des millions de morts? Est-ce que ce sera des milliards? Est-ce que ce sera la fin de l'humanité? Vous voyez, c'est différentes échelles qu'on peut estimer. Est-ce que tous les pays vont avoir des problèmes? Est-ce qu'il va y en avoir que certains? Est-ce que la science peut sauver contre le réchauffement climatique? Vous voyez? C'est super compliqué à savoir. Donc, alors, c'est la naissance de qui aujourd'hui? Regardons. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours plein de gens. Donc... Ah bah, ouais, il était petit, donc je l'ai vu. Donc, Vladimir Ilyich Lénine. Donc là, comment ne pas parler de Lénine? Un dirigeant très important, voilà, donc qui a fait la révolution russe, la révolution d'octobre 1917, hein, parce qu'il y en a eu une autre, dont on a déjà parlé. Donc voilà, qui a fait de la Russie un tout autre pays, en fait, l'URSS, parce que est-ce qu'on peut vraiment dire que l'URSS, c'est la Russie? Parce que c'était pas vraiment ça, enfin, je veux dire, c'était un pays communiste, avec une culture totalement différente, qui a totalement révolutionné le pays, mais vraiment, qui a détruit un peu toute la culture russe pour faire vraiment un nouveau pays communiste, quoi. C'était une grosse dictature, c'était pas du... Voilà. Athéisme d'État, voilà, christianisme orthodoxe, mais c'était un athéisme d'État, quoi. Je veux dire, il fallait pas être chrétien orthodoxe, c'était pas très bien, quoi. Toute une bureaucratie, voilà, un truc de fou, hein, l'URSS. Donc, on peut dire qu'il a même créé un autre pays, en fait, Lénine. Non, c'est difficile de dire que l'URSS c'est la Russie, vous voyez, parce qu'en plus c'était plein de choses. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est l'URSS, c'est pas la Russie, c'est aussi le Kazakhstan, les pays comme la Biélorussie, les pays de l'Est, tout ça, voilà, c'est compliqué. Toujours compliqué à dire quel pays est un pays, par exemple, est-ce que l'Empire de Charlemagne, en 800, c'est la France? Vous êtes sûr de ça? Difficile à dire aujourd'hui, hein. Très difficile à dire. Par exemple, l'Empire romain, alors là, on est perdu, quoi. Bah, je pense qu'on va finir là, je sais pas. Bon, c'est le jour de la Terre. C'est le jour de la Terre. C'est quand même bien. Que la planète, elle ait un jour. C'est vrai, elle mérite d'avoir un jour, la Terre. Parce que, quoi qu'on en dise, elle est belle, la Terre. Regardez. On est tous ici, vous vous rendez compte? Absolument tout le monde est ici. C'est pas compliqué. Enfin, tu te dis, il est où, lui? Oh, il est ici. Voilà. Ça, c'est la Somalie. Bon, bah, je pense qu'on va finir là. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? D'abord, angiosperme. Donc déjà, ça, c'est voilà, la plus grande partie des espèces végétales. Les fougères aussi, une grande partie d'espèces végétales. La guerre du Péloponnèse, donc entre les Grecs et enfin entre les Athéniens et les Spartes, qui a vu la fin d'Athènes, la fin de tout un âge d'or athénien, avec la démocratie, tout ça. La bataille d'Aïgios, donc ça a été un énorme coup dur pour les Athéniens. Donc voilà, encore les Athéniens, la démocratie athénienne, la Bastille, avec la prise de la Bastille, un énorme événement hyper important, mais en fait pas si important quand on y pense, quand on regarde les faits. La bataille des Mulques, en fait, magnifique bataille napoléonienne, encore une fois. Guerre du Rif, avec usage de gaz, donc contre les républicains du Rif. Voilà. Voilà, avec lui, Mohamed Ben Abdelkarim Al-Khattabi, donc il a voulu faire une révolution, mais qui n'a pas... Ouais, mais quand même, le Che Guevara, Mao Zedong et Ho Chi Minh prendre exemple sur les Rifins. Quand même, ça a inspiré de nombreuses personnes à travers le monde, hein, de nombreux révolutionnaires, dont on parlera peut-être un jour. Donc les gaz de combat, retenez ça aussi, hein, très important. La bataille d'Ypres avec la Première Guerre mondiale, une horrible guerre. Conférence de Paris, la COP 21 et ses effets donc sur le monde, réflexion sur donc le changement climatique. Le changement climatique, l'URSS aussi. Est-ce que c'est un nouveau pays? Est-ce que c'est quand même la Russie? Vladimir Lénine, voilà, un homme chauve. Et surtout la Terre. La Terre qui mérite tout notre amour. Bon, bon, je pense qu'on a tout vu, hein. Donc, enfin non, on n'a pas tout vu. De toute façon, on peut tout voir ici. Je peux encore dire plein de choses, mais bon, je vais m'arrêter là quand même. Allez, bisous.